je vous présente Hélène de la Ménardière, donc, qui vient d'arriver. Bonjour. Donc, ce webinaire vous est proposé par l'association Rose Up, qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à l'après-cancer. Et depuis fin mai, nous proposons aux proches un dispositif qui vous est dédié pour pouvoir répondre à vos questions. Nous le faisons sous format webinaire 2 fois par mois, une fois le midi, une fois en soirée. Tout est enregistré pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin ou qui ont besoin de revisionner ou qui ne peuvent pas être avec nous à l'instant T. Et donc aujourd'hui, donc je suis avec Hélène, où nous allons parler de la place de proche, finalement ma place dans tout ça, que faire, que dire. Voilà, c'est des questions que les proches se posent souvent et donc nous avons souhaité ouvrir des webinaires qui vous sont complètement dédiés. Vous pourrez poser des questions dans questions-réponses ou dans le chat que je me permettrai de lire à Hélène et qui nous répondra. Hélène, je te laisse la parole. Merci Aurélie. Merci de m'avoir proposé de pouvoir échanger avec vous sur votre place si particulière qu'est la place des proches. Alors, je sais que parmi nous, en fait, et parmi vous, il y a des personnes qui sont proches d'une personne malade et certaines personnes ont pu être elles-mêmes malades et sont maintenant proches ou aidantes d'une personne qui, à son tour, est malade. Donc, avec une certaine connaissance déjà de ce que peut être la maladie et de ce que c'est qu'être malade, mais avec cette place si particulière de le fait d'être proche et aidant. Alors, pour moi, il est déjà important de resituer le contexte que vous connaissez bien, mais si vous l'avez déjà en mémoire, ça sera aussi plus facilitant pour ajuster la posture, comprendre aussi tout ce que vous traversez vous, en fait. Parce que vous avez tous à cœur de bien aider vos proches, mais il y a aussi vous, qu'est-ce qui vous habite dans cette traversée. Euh, Vous avez tous vécu, voilà, de manière plus ou moins facile, de manière plus ou moins brutale, l'annonce du diagnostic, qui est une vraie situation de crise, bien sûr pour la personne malade, mais aussi pour le proche et l'aidant. Toujours, toujours. Ça fait 20 ans que je suis psychologue et je peux vous l'assurer que ça reste une situation de crise pour les proches. Les effets s'apparentent à un traumatisme psychique, c'est pas forcément traumatique hein, au sens psychologique, mais les effets s'apparentent au traumatisme psychique. Il y a de nombreux bouleversements qui vont s'opérer dans votre vie et ça, vous le savez ô combien. Dans la vie quotidienne, avec le changement des rôles, la place de chacun qui s'organise différemment, ou parfois on peut peiner aussi à trouver sa place, qu'on soit malade ou qu'on soit le proche. Et puis, la maladie cancéreuse va provoquer chez la personne malade et aussi son proche et ou son aidant et ou ses aidants une importante détresse psychologique. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je vous parle de la personne malade et ça vous paraît certainement évident, mais c'est important pour moi comme psychologue de le dire aussi combien voilà, il peut y avoir une importante détresse psychologique, souvent cachée, masquée par chacun de vous pour préserver la personne malade, pour pas la faire souffrir ou par culpabilité de votre propre souffrance. L'autre point aussi qui est important pour moi dans resituer le contexte, c'est que la personne malade, sans le vouloir bien sûr, elle nous menace de sa souffrance. On a peur pour la personne qui est malade, mais on a aussi peur pour nous-mêmes. Et donc c'est compliqué d'avoir ça à l'esprit. Et la personne nous confronte à ce qui pourrait nous arriver à nous. Alors, je sais encore une fois hein, qu'il y a des personnes qui, se sont connectées et qui ont pu être elles-mêmes malades, donc elles savent que ça peut arriver, au combien. Mais pour ceux qui n'auraient pas eu cette expérience-là, euh, on a peur pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Et donc, c'est pas simple aussi, ça peut être des sources de tension intérieure fortes. Et puis, on arrive aussi chacun avec notre histoire, avec la relation qui préexiste. Donc, on peut avoir une relation facile avec son proche, parfois plus compliquée. Ça peut être chaotique ou évident, ou parfois très simple. Et puis, tout à chacun, et comme proche aussi, vous n'y couperez pas, on a des capacités d'adaptation qui sont plus ou moins variables et en fonction du moment où ça intervient aussi. Voilà, il y a des moments où on se rassemble plus, et puis des moments où on va se distendre plus dans les familles ou dans les relations interpersonnelles. Et puis, moi, je suis contente aussi de pouvoir parler avec vous aujourd'hui parce que les proches, je les nomme souvent, et Aurélie le sait, comme des personnes, comme des malades cachés. Alors, vous pourriez me dire, bah, c'est pas moi qui suis malade, c'est mon conjoint, mon enfant, mon ami.
Mais pourquoi je le dis? Parce que j'ai travaillé 15 ans en milieu hospitalier en oncologie et maintenant je suis en libéral et je rencontre les proches et je les rencontrais déjà et j'y tenais à l'hôpital. Parce qu'il n'est pas facile pour les proches, pour chacun de vous, de vous sentir légitime, de dire que c'est dur, que vous êtes fatigué, que vous avez peur. Voilà, donc parfois au détour d'un couloir, je pouvais l'entendre, mais c'est quand même pas simple et c'est source de beaucoup, beaucoup de culpabilité pour, euh, pour bon nombre d'entre vous. Je dis pas pour tous, hein, mais voilà, pour bon nombre. Cette légitimité. Est-ce que je suis légitime de oser dire et oser penser que je puisse être voilà, moi-même inquiet, préoccupé, fatigué, alors que c'est l'autre qui est malade et donc l'autre a bien des raisons. L'autre point aussi, c'est que peut-être que vous ne le savez pas, mais la charge en fait d'aidant, au-delà de la charge matérielle, c'est ce qu'on incombe à l'aidant. Et l'Organisation mondiale de la santé définit l'aidant comme un membre de la famille ou un ami qui aide régulièrement en faisant des tâches nécessaires à ce que la personne malade puisse conserver le plus d'autonomie possible. Donc je trouve que la charge est énorme en fait quand on parle d'aidant et on peut plus ou moins l'accomplir en fonction de son état de santé, de sa possibilité de se rendre disponible aussi. Bah, surtout, Hélène, que quand on est proche d'une personne malade et qu'on travaille, on a aussi notre Exactement, quotidien lui, ne change pas. Les collègues sont exactement. pas forcément au courant de la situation. Et Oui. donc, c'est vrai que ça rajoute une tension au niveau de l'organisation. Les journées sont pas extensibles. Non. Et Donc, avec le coup de culpabilité aussi, de soit pas être suffisamment au son travail, soit pas suffisamment à la maison. Et puis je pense aussi à, là, c'est pas les personnes qui se sont connectées, mais à tous les aidants qui sont des enfants ou des adolescents. Il y en a beaucoup en France. Il y a des associations en oncologie qui existent d'ailleurs pour eux et qui eux aussi vont devoir aller à l'école et aider l'un de leurs parents parce qu'ils sont seuls avec eux. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un quotidien qui est proche de l'extrême finalement et qui est mobilisant sans interruption. Voilà. Et après, ce que vous nous dites, vous, dans ce qui est vécu, c'est l'inquiétude que vous avez pour la personne malade, l'incertitude dans laquelle vous êtes pour la personne et puis pour vous-même, toute la culpabilité qui peut être réprimée, minimisée, cachée, non dévoilable, toutes les perturbations du quotidien, et Aurélie, tu viens d'en parler, les traitements, les conduites, les tâches de chacun, l'arrêt de travail, la fatigue des transports, les allers-retours si la personne est hospitalisée, plus s'occuper des enfants, plus terminer son travail, plus gérer l'intendance d'une maison. Il peut y avoir un sentiment pour certains aussi d'inutilité. Comment est-ce que je peux être utile à la mesure de ce qui est attendu ou de ce que moi j'aimerais pouvoir faire? Et puis, voilà, il peut y avoir une souffrance psychique importante. Ensuite, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est tous vos besoins, en fait, ce que vous nous dites. Et il y a des études qui ont même recensé vos besoins. C'est en premier lieu, et ce qui ressort souvent, moi je trouve, dans les entretiens, c'est la reconnaissance de votre place privilégiée auprès du malade. Comment est-ce qu'on reconnaît cette place qui est très exigeante, mais qui est en même temps euh, parfois nécessaire ou parfois indispensable dans les décisions, dans le quotidien. Comment est-ce qu'on va reconnaître ça? Et c'est souvent très peu, voire mal reconnu. Vos besoins aussi, ça va être d'atténuer la rupture entre la vie quotidienne et l'hôpital. Comment est-ce que voilà, on va pouvoir faire le pont entre tout ça et comment on va réfléchir à pouvoir vous soutenir, pas psychologiquement, j'entends parfois, mais dans des choses très, je dirais, bassement matérielles. Vous avez aussi très souvent un besoin d'information qui est pour prévoir les ressources nécessaires à la gestion de la maladie, la gestion des symptômes, la durée des traitements, les informations pratiques qui vous manquent souvent considérablement. Et puis anticiper les grandes orientations du projet médical. Vous avez aussi besoin de répit et ça, c'est pas toujours simple de le dire et puis de vous le dire aussi ou que vous puissiez l'entendre aussi. Donc la question c'est comment est-ce qu'on soulage des proches qui n'en peuvent plus? Comment est-ce qu'on reste aidant? Pas toujours simple hein, de rester aidant quand on est proche. Et comment est-ce que vous allez vous autoriser et comment les soignants vont vous autoriser à vous ressourcer? Et ça c'est aussi une question qui est pas simple pour bon nombre d'entre vous. Et puis, il y a un besoin aussi de reconnaître la souffrance difficilement partageable, voire parfois pas partageable. Non pas parce qu'il n'y aurait pas personne pour vous écouter, mais parce qu'elle est difficile pour vous-même à exprimer et à vous autoriser à l'exprimer. Et enfin, il y a le besoin d'un réseau aussi pour que les soins soient coordonnés. Et ça, je sais que c'est une grande difficulté pour bon nombre
la coordination des soins avec le médecin traitant, en fait, faciliter votre quotidien, quoi. Je crois que c'est un peu le maître mot. Voilà, et puis comment est-ce que vous avez besoin d'être soutenu? C'est pas toujours facile de demander du soutien, mais parfois simplement avec des amis qui comprennent plus ou moins bien. Et puis ça peut être à travers le recours à un psychologue ou des groupes de parole, mais c'est pas forcément souhaitable ni possible pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était les grands points que je souhaitais aborder avec vous pour resituer ce contexte que vous connaissez bien. Et après, ce que je voulais te proposer, Aurélie, c'est peut-être de répondre, si ça te va, Mm. aux questions, aux commentaires, pour que ça puisse vraiment s'ajuster aussi à vos besoins, à vous, justement, Mm. euh, pour que ce soit le mieux possible pour vous. Alors c'est vrai que cette place de proche, hein, finalement, vous l'avez endossée parce que presque imposée. Alors pour certains diraient, bah oui, mais c'est normal. Mais c'est une place qui peut être lourde avec le quotidien. Donc, on trouvait ça important de pouvoir vous apporter de l'information, de vous accompagner. Il y aura par exemple un webinaire sur la personne que j'accompagne a des troubles digestifs suite à ces traitements. Donc, je pense notamment aux chimiothérapies. Qu'est-ce que je peux lui faire à manger? Qu'est-ce qu'elle peut manger? Quelles sont les recommandations? On va essayer de vous proposer vraiment des offres très pratico-pratiques. Et aujourd'hui, ça nous paraissait important déjà de parler de cette place que vous avez, comment vous la ressentez, quels sont vos besoins aussi pour qu'on puisse, nous, auprès de Rose Up, vous accompagner. On a mis cette offre en place aussi parce que les femmes que nous accompagnons, des fois, disent, ah oui, mais ça, c'est pas expliqué à nos proches, donc ils peuvent pas comprendre. Je pense aux troubles cognitifs de la mémoire que certaines peuvent ressentir suite à des traitements, mais ça peut dire quoi? Comment ça se manifeste? Comment on fait pour que ça aille un peu mieux? Comment on compense par telle et telle astuce? Ou parfois aussi quand vous accompagnez vos proches en consultation médicale. Il y a déjà l'émotion qui est là aussi bien pour la personne en soins que pour vous. Et puis finalement, mais la consultation allait très vite, il y a un jargon tout autour de tout ça, quel terme veut dire ce traitement, qu'est-ce que ça signifie. Donc vous avez sûrement plein de questions. Alors des fois que les personnes en soins que nous on accompagne vont nous poser, puis peut-être que vous la question est différente. Voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité être présent aussi à vos côtés et sur un format très court parce qu'on sait que vous êtes surchargé point de vue temps. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que Hélène vous a dit, des choses qui résonnent ou effectivement des questions qui viennent suite à ça? Alors, je vous invite à répondre sur l'ordinateur dans la partie discussion ou sur questions-réponses, un peu importe, là vous êtes le plus à l'aise, afin qu'on puisse répondre à quelques questions. Et je vous laisse prendre le temps de le faire. Alors après, voilà, peut-être que certains se sentent à l'aise pour écrire et pas d'autres. Voilà, après, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Exactement. Voilà, elles sont toutes très légitimes et c'est vraiment important. Et peut-être que c'est une grande première pour vous aussi d'oser voilà, vous connecter ou avoir une information ou écouter ce qu'on a à dire en fait sur vous, les proches. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez. Où il y a peut-être des informations que vous souhaitez avoir de façon plus générale, pas forcément là tout de suite, mais que vous souhaitez noter, par exemple, quelles sont les aides possibles pour le retour à domicile. Euh, Ou euh, sur des manifestations psychologiques aussi, si vous avez des ouais. questions. Voilà. Alors, on a une personne qui nous dit bonjour, j'accompagne ma maman de 80 ans qui a un cancer du sein, elle refuse toute aide. Quelle attitude adopter? Bah, elle refuse. Est-ce que vous pouvez juste préciser sur qu'est-ce qu'elle refuse comme aide? C'est-à-dire toute aide, c'est-à-dire toute aide à la maison ou, Alors, elle répète en boucle qu'elle n'est pas malade. Ah oui.
Bah, en fait, ça Voilà, c'est... il y a aussi le refus qu'on fasse les courses. Donc, si j'entends bien, c'est qu'elle refuse une aide matérielle en disant que tout va bien, quoi, Oui, finalement. qui viendrait dire qu'il n'y a pas de perte d'autonomie ou de... Mm. Mm. Bah, c'est... En fait, ça peut être, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est qui habite votre maman, mais pour des personnes d'un certain âge, en fait, c'est très, et même des plus jeunes, mais c'est très compliqué de voir qu'on va avoir besoin de solliciter les autres, soit parce que les personnes malades elles-mêmes ont peur d'être une charge, en fait. Donc, il peut y avoir la culpabilité de solliciter ses enfants, par exemple, comme vous, même si vous avez envie de vous rendre disponible ou si vous souhaitez l'être. Et c'est compliqué pour des parents vieillissants de pouvoir solliciter son enfant comme si les rôles étaient inversés aussi. Et donc ça, on le rencontre très souvent. Et c'est vrai que d'accueillir déjà le fait qu'on est malade et en plus les conséquences et les besoins et les changements dans l'organisation du quotidien, ça peut être très compliqué pour des personnes et pas que des personnes âgées d'ailleurs. Il faut déjà accepter l'annonce de la maladie, des traitements et en plus accepter ces autres dommages collatéraux, c'est quand même compliqué pour beaucoup de personnes. Et donc, que faire? Moi, je pense que c'est intéressant de voir éventuellement si vous voyez qu'il y a des besoins à la maison, parfois en passant par les soignants, d'informer ou d'alerter sur le fait qu'il y a des besoins au domicile. Parfois, la personne, quand elle est soignée et qu'elle a un bon relationnel avec ses soignants, elle va parfois entendre des choses qu'elle n'entend pas de ses propres enfants ou de son propre conjoint. Donc ça peut être aidant. Après, il y a des personnes qui, pendant très longtemps, refusent tout parce que c'est la seule chose sur laquelle elles peuvent encore agir. C'est-à-dire de refuser les traitements ou les soins, c'est quand même compliqué pour des personnes. Mais refuser de l'aide, refuser de voir un psychologue, c'est plus facile. Donc ça leur permet de garder une certaine forme de maîtrise sur ce qui leur arrive. Merci Hélène. Alors, on a aussi une autre personne qui nous dit quels sont généralement les premiers signaux de détresse psychologique de l'aidant? Les premiers signaux de détresse psychologique, je dirais que c'est ceux qui sont proches de ce qu'on appelle le burn-out. En fait, c'est l'épuisement, qui n'est pas que professionnel, mais qui peut être voilà, d'un aidant ou familial. Et donc, ça va être de la perte d'appétit, des troubles du sommeil, des énervements et des emportements, moins d'envie de s'occuper de l'autre. Ça, c'est des signaux en fait qui peuvent nous alerter, nous les professionnels. Et on a une personne qui nous dit aussi, enfin, la personne qui nous a questionné pour sa maman de 80 ans, qui dit que sa maman refuse aussi qu'elle assiste au rendez-vous, D'accord. alors qu'il est souvent préconisé Mm. d'aller à une Ouais. consultation, enfin, du moins sur les consultations très importantes à deux, Mm. euh, pour que bah, le proche puisse reverbaliser si la personne en soins n'a pas entendu, ou des fois la personne proche va penser à quelque chose que la personne en soins n'aura pas pensé. Donc c'est vrai que le fait d'être en duo consultation, ça peut aider. Mais là, sa maman souhaite vraiment faire les consultations seule, et c'est vrai qu'on peut avoir des proches, et on en a même au sein de la Maison Rose-Up Paris qui ne souhaitent pas enfin des personnes en soins qui ne souhaitent pas que leurs proches soient présents en consultation. Oui. Qui ne souhaitent pas, soit bah, pour les épargner, et soit pour garder la main aussi dans ce qui est dit. Donc, et puis, et tout ça s'inscrit aussi dans la relation qui préexiste, hein. Donc, comment était votre maman avant, dans quelle autonomie elle pouvait être, qu'est-ce qui était important pour elle jusqu'alors. Voilà, et c'est vrai qu'on voit vraiment toutes les situations, quoi. Donc, il n'y a pas que votre maman qui refusent d'avoir, comme le disait Aurélie, hein, quelqu'un en consultation. Et effectivement, c'est préconisé parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont être moins bien entendues sous le coup de l'émotion ou des annonces. Et en même temps, voilà, il y a des personnes qui refusent, parfois pour garder la main, parfois pour préserver l'entourage. Il y a différentes raisons à ça. Mais j'imagine que ça peut être très difficile en fait pour les personnes qui aimeraient être là, pour se rendre disponible, pour être le plus aidant possible. Alors, en fonction de l'évolution de la pathologie, certains médecins, infirmières vont demander à la personne en soins de nommer aussi une personne de confiance
Et donc, du coup, ça peut être cette personne qui est nommée par la personne en soins qui peut se mettre aussi en relation avec l'équipe médicale pour avoir des informations. Mais ça, il y a quand même un accord préalable de la personne en soins dès le début qui nomme une personne de confiance qui, elle, peut aussi alerter l'équipe soignante sur des Ouais. choses qu'elle constate et que la personne en soins n'aurait pas verbalisées. On a une autre question, Hélène, sur comment être présent sans être envahissant. La personne ne souhaitant pas déranger son entourage et être une charge. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend Ouais, assez ce que je disais, souvent, ouais. cet instinct protecteur Mm. qu'ont certaines personnes en soins en Ouais. disant, bah voilà, c'est déjà pas facile pour eux, je veux pas en rajouter, Il y a de la j'essaye culpabilité de part et d'autre. voilà, j'essaye de les protéger aussi. Et on voit bien qu'elles ont besoin d'aide et les proches souhaitent. Mais voilà, comment avoir cette juste distance pour pas être envahissant pour autant. Et Bah, moi, ce que je conseille souvent, en fait, c'est de demander aussi à la personne et de s'ajuster. En fait, ce qui est très exigeant pour les aidants, c'est de s'ajuster en permanence. Parce que la personne peut avoir un besoin à un moment donné, ne plus l'avoir le lendemain. Donc, il faut que vous considériez que c'est jamais acquis. Parce que la personne peut vous dire, voilà, j'ai pas besoin. Finalement, dans une semaine, elle aura besoin. Et donc, je pense que c'est euh, intéressant de pouvoir demander en disant, bah tiens, si je viens, est-ce que ça te va ou pas? Si on fait ça, est-ce que ça te convient ou pas? Et en utilisant le ou pas à chaque fois, ça laisse libre aussi la personne de se dire, bah tiens, est-ce que j'ai envie ou pas justement de ce que me propose mon proche ou mon aidant? Mais pour vous, c'est comme si vous marchiez sur des œufs en permanence parce que la personne peut recevoir de manière agréable des sollicitations, comme 2 jours après, parce qu'elle est fatiguée ou parce qu'elle a mal, va moins bien les supporter aussi. Et ça, c'est important de l'avoir toujours en tête pour pas se formaliser non plus. Et c'est source aussi de beaucoup de culpabilité chez les personnes malades, de pas être bien ajusté par rapport à leurs proches. Donc chacun se cherche finalement. alors, j'ai plusieurs femmes. Moi, je dis des femmes parce que ici, enfin, au sein de Rose Up, on n'accompagne que des femmes malades qui ont mis aussi une technique qui peut intéresser certains d'entre vous. J'ai certaines qui ont créé des groupes WhatsApp avec leurs proches soit la famille ou soit famille et amis, et qui mettent dessus leurs besoins. Je pense j'ai une femme de 40 ans, maman solo avec 2 enfants, qui a mis tout son réseau d'amis et sa famille qui l'épaule. Et elle va dire, bah là, finalement, aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher les enfants? Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher le pain parce que bah voilà, j'ai pas réussi à me lever? Et j'ai observé que j'ai plusieurs femmes qui fonctionnent comme ça. Donc peut-être Ouais. proposer aussi cette méthode, si vous pensez que ça peut correspondre aux personnes que vous accompagnez. Voilà, donc souvent c'est à l'initiative de la personne en soins qui va intégrer dans ce WhatsApp les amis, la famille qu'elle souhaite mettre. Et dedans, à chaque fois qu'il y a un besoin, elle le notifie. Et puis celui qui est disponible le met. Et puis, il y a bah, du coup, les proches en profitent pour dire, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai 2 heures de temps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ouais. Et ça, c'est des besoins très concrets et énoncés. Et ça permet aussi, parfois, vous pouvez utiliser ce terme-là avec votre proche qui est malade, de dire que c'est lui le baromètre, en fait. Et ce terme-là, il marche très bien. Parce qu'en fait, effectivement, c'est lui le baromètre et c'est lui qui va pouvoir dire j'ai besoin, je n'ai pas besoin. Et notamment pour des choses très concrètes, comme tu le décris très bien, Aurélie. Après, il y a quelque chose de plus subtil sur comment est-ce qu'on est présent. C'est-à-dire, est-ce qu'on appelle beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'on envoie un SMS? Là aussi, vous pouvez demander. C'est-à-dire de dire, bah tiens, toi, qu'est-ce qui est le mieux pour toi en ce moment? Comme ça, vous avez bien, vous manifestez que ça peut évoluer et qu'on peut changer de manière de faire. Est-ce que en ce moment c'est mieux pour toi que je t'envoie un message? Est-ce que c'est mieux pour toi que je t'appelle? Qu'est-ce que tu préfères en ce moment? Et si vous dites en ce moment, même pour vous, ça vous permet de savoir que ça, peut-être que dans 2 mois, bah, la personne vous dira, bah maintenant je préfère que tu m'appelles ou je préfère que tu m'envoies un message. Et si vous proposez comme ça différentes solutions, souvent les personnes malades, elles vont piocher dedans. Donc ça, c'est où elles vont dire, ah, mais je veux pas te déranger, dire, bah non, voilà, c'est toi qui choisis, dis-moi ce qui est le mieux. Et là, ça rend plus facile plutôt que de dire, bah,
Si je t'appelle, est-ce que ça te convient? Enfin, vous voyez, ça permet à la personne qui est elle-même malade de dire qu'est-ce qui lui convient en ce moment. Donc, Alors ça, ça, Hélène, je c'est trouve que intéressant aussi. tu as raison d'appuyer là-dessus parce que ce que j'observe ici, c'est qu'on a des femmes qui disent ah bah j'ai plein de proches qui m'ont dit si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Et puis elle dit bah tout le monde travaille et tout, donc j'ose pas déranger. Exactement. Pourtant, j'aurais bien besoin que quelqu'un aille me chercher un pack d'eau parce que je peux pas porter, ou bah, j'aurais bien besoin que quelqu'un m'aide un petit peu sur le ménage, mais c'est ingrat comme tâche, donc j'ose pas le demander aussi. Et c'est vrai que des fois, les proches proposent leur aide, mais vont pas vouloir déranger, comme disait Madame, ou vont pas spécifier quel type d'aide ils peuvent donner, et puis bah, du coup, après, la personne en soin n'ose pas ressolliciter. Donc, en ce moment où bah, je pourrais, voilà, si tu veux que je fasse des courses, en ce moment, je suis assez disponible pour ça. Ou moi, je fais mes courses tous les mardis. Donc, si tu souhaites, puisque je fais les miennes, je peux bien faire les tiennes en même temps. Voilà, des fois, il faut un peu guider parce que c'est vrai que les personnes en soins, voilà, vous osez pas trop les déranger et elles, pareil. Et ça, c'est des choses très, très récurrentes hein, qu'on observe en disant, alors tout le monde était là au départ, tout le monde nous dit, alors je peux t'aider, et puis bah, finalement, bah, c'est difficile parce que je suis toute seule. Donc ne pas hésiter à, je trouve que ce mot en ce moment correspond bien, Hélène, hein. Ouais, moi je pense que c'est bien. Et puis ça laisse libre chacun Oui, aussi. Et après, ce qui est important, et c'est pour ça que je vous ai partagé deux, trois choses au début, c'est que ce webinaire, c'est que c'est les vécus entre ce que vous vivez intérieurement et ce que vit la personne malade, ils sont presque similaires, mais ils sont difficilement partageables. Et ça aussi, c'est important de l'avoir en tête, voilà, tout ce qui traverse votre proche, vous le traversez vous aussi. Et donc finalement, on a deux personnes avec une forme de souffrance hein, qui est plus ou moins exprimée et exprimable. Et c'est important aussi pour vous que vous le sachiez, mais c'est très difficilement partageable. on me pose aussi la question de comment gérer le ras-le-bol des soins. C'est vrai que Ouais. là, la personne nous évoque que la personne qu'elle accompagne a eu 2 interventions très lourdes, plusieurs mois de chimiothérapie, que maintenant, c'est des rayons qui vont venir et qu'elle sent vraiment qu'il y a un épuisement psychique, un ras-le-bol en fait de cette situation. Quand on le ressent, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Quels seraient tes à ce Bah, sujet-là? moi, je, moi, je pense que c'est euh, malheureusement, enfin, c'est pas heureusement, mais malheureusement, je pense que vous pouvez pas enlever ce ras-le-bol chez l'autre. C'est ça qui est pas simple quand on est aidant, c'est que parfois on peut voir l'autre en avoir assez. Et en même temps, c'est très légitime quand on a eu deux grosses chirurgies, la chimio, des rayons, d'en avoir assez ras-le-bol. Enfin voilà, on peut utiliser plein de termes différents. Et donc, c'est pas simple parce que quand il y a un ras-le-bol qui est exprimé, vous, en tant qu'aidant, vous ne pouvez pas agir contre celui-ci. C'est-à-dire, vous pouvez pas empêcher que la personne ait des rayons, pas empêcher qu'elle soit fatiguée et pas empêcher qu'elle en ait ras-le-bol. Donc la seule chose qui puisse être faite, c'est que vous puissiez vous dire intérieurement, bah oui, c'est normal qu'elle en ait ras-le-bol et parfois de pouvoir dire à la personne malade, dire bah voilà, je comprends, c'est énorme ce protocole de soins et en même temps, je peux pas faire autre, enfin je peux pas agir sur le fait que tu en aies assez. Et je pense que c'est important de le dire parce que quand on est aidant, on a toujours envie de trouver une solution pour que l'autre aille mieux ou se sente mieux. Et en même temps, là, on peut pas empêcher encore une fois que la personne en ait assez. Oui, donc ça serait déplacé d'ailleurs. Et je suis pas sûre que la personne malade, en l'exprimant, et en V, souvent les personnes malades peuvent mal le prendre quand on leur dit mais t'inquiète pas, c'est bientôt terminé, mais non, ça va aller. C'est-à-dire qu'on, sans le vouloir, hein, sans vouloir faire mal, on va banaliser quelque chose qu'elle a besoin d'exprimer. Et vous, en tant qu'aidant et proche, il faut savoir que parfois, bah, vous ne pouvez pas agir, et ça fait partie de la vie, euh, pour empêcher l'autre de ressentir une certaine forme de souffrance ou de désappointement. Alors, on peut pas agir, mais juste le fait d'être présent, Exactement. Et de c'est reconnaître et de dire, très, bah oui, très tu m'étonnes, précieux. bah oui, tu m'étonnes avec tout ce protocole, c'est quand même très lourd, t'es sacrément courageux, mais là, je comprends en fait. C'est quand même énorme. Et tu as raison de me le dire et bah écoute, tu as raison de me le partager.
Et je pense que ça, là, ça aide beaucoup la personne malade et vous aussi, ça vous aide parce que ça permet de reconnaître ce que vit l'autre et bah, de faire constat ensemble que c'est très lourd, mais qu'on ne peut pas agir dessus, Et puis du coup, en étant là, vous avez permis à votre proche de l'exprimer. d'avoir un lieu pour s'exprimer, pour Exactement. verbaliser. Ouais. Et il y a souvent Et ce besoin de leur part. exactement. Et ça, c'est vraiment là aussi, c'est intéressant que vous puissiez l'avoir en mémoire après, hein, dans les prochains jours, semaines, que vous ne pouvez pas empêcher à la personne malade dont vous êtes parfois très proche de ressentir ou vivre certaines choses. Et vous savez, même quand ils voient les psys, ils en ont marre, hein. Ils pourraient continuer à me dire qu'ils en ont ras-le-bol. Donc, il n'y a même pas besoin de voir un... Enfin, ils peuvent venir voir un psy, ça peut leur faire du bien, voir un psychologue, mais quand les personnes en situation de consultation me disent j'en ai ras-le-bol, eh ben, moi, je peux juste leur dire, bah ouais, je comprends que vous en ayez assez. C'est très légitime. Et souvent, les personnes vont me dire, ah oui, bah merci de me le dire. Bah oui. On a une personne qui justement nous dit comment trouver les bons mots pour rassurer le malade qui traverse un moment de déprime alors que son état s'est amélioré ou Ouais, stabilisé. bonne Et question. qui fait une remarque vraiment très juste en mettant il y a un écart entre le ressenti de l'aidant qui est soulagé par cette situation, même si c'est à court terme et à l'instant T, donc que ça aille un peu mieux, alors que le malade ne voit qu'un répit dans un long combat. Donc c'est vrai que le ressenti n'est pas le même. C'est Comment on trouve les bons mots? C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que c'est ce que j'explique aux personnes en cours de traitement, qu'il peut y avoir un décalage justement avec le proche qui va sentir un répit, qui parfois va le dire, et alors que la personne malade, va pas forcément le ressentir comme ça. Donc merci de le partager de manière si précise et si juste. Les bons mots, en fait, je pense qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément partageables ensemble, mais que vous puissiez vous rendre compte comme ça, vraiment de manière aussi claire, que là, il y a un décalage et que la personne, elle n'arrive pas à se sentir bien malgré les bonnes nouvelles. Est-ce que parce qu'elle est déçue finalement de comment elle se sent malgré les bonnes nouvelles? Est-ce qu'elle espérait, et souvent les personnes malades idéalisent un peu les meilleurs moments, comme bah, ne plus penser à la maladie, comme être très en forme, comme ne plus avoir de troubles cognitifs. Et souvent, ça met du temps à revenir. Et donc, il y a une espèce de point de tension qui est parfois difficilement supportable. Et puis, des attentes fortes aussi bah, des proches, hein, c'est normal, pour que la personne aille mieux avec ses bonnes nouvelles. Et puis, des soignants aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a un décalage parfois entre les bonnes nouvelles et le ressenti psychologique. Et nous, les psychologues, on voit bien qu'il y a un cheminement psychologique qui souvent se fait après toute la prise en charge et la prise en soin. Voilà. Alors, Et plus vous le reconnaîtrez, vous, en disant, ah, tiens, là, il y a un décalage, bah, tiens, mon conjoint, ma maman ne peut pas accueillir pour l'instant les bonnes nouvelles, parce que justement, il y a ce décalage dans ce que je ressens psychologiquement et comment je le vis intérieurement. dans le dernier magazine Rose Up, il y a un petit dépliant, Hélène. Je ne sais pas s'il y a un petit livret. Je ne sais pas si tu l'as pas Oui. loin de toi. Ouais. En tout cas, on a des bons retours des femmes. C'est le petit guide pour consoler une personne malade avec quelques phrases, quelques mots-clés. Alors voilà, vous pouvez le retrouver sur le site Rose Up ou écrire en tout cas sur la boîte contact de Ma Maison Rose Up pour qu'on vous l'envoie en version dématérialisée sur votre mail. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes l'ont lu et on a vraiment d'excellents retours en disant ah bah ça j'aimerais bien le partager avec mon proche. Elles l'ont trouvé juste ce petit guide. Donc peut-être que vous aurez aussi des mots qui pourront vous guider dedans. En tout cas, n'hésitez pas Oui, vous à nous pouvez piocher solliciter. dedans. Vous Voilà. pouvez piocher dedans. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits guides. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord. Mais il y a un guide aussi de l'ARC sur être aidant d'un proche malade. Il y a aussi la Ligue contre le cancer qui a fait un guide sur accompagner, pareil, un proche. On peut vous les fournir. Alors, des fois, effectivement, tout va pas vous correspondre. Mais comme dit Hélène, ça va être une phrase, un mot qui pour vous va avoir du sens et peut-être que vous allez vous en servir pour accompagner vos proches en soins. Oui, puis il y a des personnes qui parfois peuvent se servir de ce petit livret là. Il est en libre service à la Maison Rose finalement pour des personnes qui sont malades alors que c'est plus destiné aux proches. Et c'est intéressant parfois de
ces supports, ils peuvent parfois aider aussi dans l'échange avec la personne malade pour pouvoir lui dire, bah tiens, j'ai ce petit livret, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te plairaient? Et ça peut être un bon support, en fait, d'échange aussi. Ça correspond pas à tout le monde, hein, donc vous pouvez aussi vous en servir, vous, pour piocher. Mais il y a des personnes qui vont être contentes de se servir de ce genre d'outils qui sont des bons médiateurs. Alors, je vous rappelle que vraiment sur cette offre qui vous est destinée aux proches, ce qu'on a voulu faire, comme on est en train de faire avec Hélène, alors que c'est un sujet, comme on dit, psycho, c'est vraiment de vous apporter plein de petits outils, de pistes de réflexion. C'est pour ça qu'on vous donne plusieurs choses qui sont possibles et c'est à vous, du coup, de voir ce qui peut vous correspondre à vous, votre personnalité, comme à la personnalité de votre proche. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. N'hésitez pas non plus dans vos questions, réponses ou dans le chat à mettre si vous avez des besoins bien précis qu'on veut, que vous souhaitez traiter. On a fait là précédemment un webinaire sur la gestion de la douleur avec des points d'acupression que vous-même vous pouvez réaliser sur la personne en soins. On va avoir là, fin juin, un autre webinaire sur l'alimentaire. Quels sont les aliments pardon, qu'on ne peut pas mettre avec certains traitements? Euh, Comment accompagner quelqu'un qui a du mal à avaler, quelqu'un qui a tout le temps des nausées? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme petit repas qui passerait peut-être un peu mieux? On en a un qui va expliquer les troubles cognitifs de la mémoire, qu'est-ce que c'est, donc qui sera en octobre. Mais profitez aussi de ces temps-là pour nous faire part de vos besoins pour qu'on puisse à chaque fois vous proposer vraiment des choses pratico-pratiques. On a une autre personne qui nous met comment faire pour exprimer à sa conjointe malade que les proches, parents, sœurs, sont trop envahissants, même si c'est de bonne volonté, et que l'équilibre de notre couple, déjà impacté par l'annonce, est perturbé. Euh, C'est vrai que là, c'est de la communication Très très subtil. minutieuse, j'ai envie de dire, puisque j'entends bien que cette personne ne veut pas froisser enfin, la personne en soins, ne veut pas froisser la famille, et en même temps, sans que l'équilibre du couple est déjà impacté par la maladie. Est-ce que tu veux que je te relise la question, Non, Hélène? non, c'est bon parce que je peux la voir et ouais. Bah, après, en fait, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire en quelque sorte ce que vous pouvez proposer, c'est des points d'étape. C'est-à-dire de pouvoir dire, bah tiens, là, qu'est-ce que tu en penses de la présence de nos amis et de nos proches ou de nos familles? Vous voyez, de dire, qu'est-ce que, tiens, ça fait, je sais pas, 2 mois qu'on sait que tu es malade. C'est quand même très difficile d'accueillir tout ça déjà pour notre couple, mais qu'est-ce que tu penses de la présence de chacun? Et ça va être intéressant de voir ce que la personne malade, donc votre conjoint, va pouvoir en dire en disant bah moi je trouve que c'est trop ou je trouve que c'est très bien ou c'est trop mais je sais pas comment leur dire. Vous voyez, que vous puissiez réfléchir ensemble. J'imagine aussi que ça dépend de comment c'était déjà vécu avant la maladie parce que c'est souvent voilà déjà pas forcément simple ou évident quand ça se passe comme ça quand la personne est malade, mais c'est très compliqué que chacun prenne sa place et chacun se sent indispensable ou prioritaire finalement. Voilà, mais je pense que c'est intéressant, mais pour chacun de vous, hein, même ceux qui n'ont pas posé la question, de faire des points d'étape sur bah, qu'est-ce que tu en penses là, sur les sollicitations, sur les personnes qui veulent prendre de tes nouvelles, sur comment c'est pour toi. Et donc vous allez pouvoir voir, et puis vous, vous allez pouvoir dire aussi comment c'est pour vous. De dire, bah, pour toi c'est comme ça, moi je trouve que parfois c'est trop. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir y réfléchir comme ça ensemble. Je suis bien d'accord avec toi. Enfin oui, je trouve que c'est une méthode tiens, que je vais conseiller aux familles ici Ouais. qui parfois nous posent Des points d'étape. la question. Mm. Ouais. Et après, bah, c'est pas toujours simple, hein, ça demande beaucoup de liberté aussi de pouvoir dire aux autres que c'est trop. La personne malade peut en avoir beaucoup besoin et pour le conjoint, ça peut être trop. Enfin, vous voyez, en fait, c'est parfois, c'est ça qui est très difficile pour beaucoup de couples, en fait, c'est de plus réussir à se rejoindre dans nos besoins quand parfois on y arrivait globalement, bon, an, mal an, pas trop mal avant la maladie. Donc,
Et après, c'est intéressant, je ne vous demande pas du tout de dévoiler votre vie personnelle, mais c'est important aussi pour chacun, et je le disais, hein, c'est que toutes les personnes malades arrivent avec leur... Et vous, en tant qu'accompagnant proche, vous arrivez avec votre histoire individuelle, votre histoire de famille, votre histoire de couple. Et donc, ça s'inscrit là-dedans. Donc, il y a déjà des choses qui préexistaient. Comment sont chacune de nos familles, comment est chacun de nos couples aussi. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient, dysfonctionnaient. Enfin, il y a tout ça qui existe déjà avant. Alors, le temps passe vite. Il nous reste plus que quelques minutes parce que certains sont sûrement sur leur pause repas. Donc, on ne voudrait pas abuser de ce temps-là et puis tenir les règles qu'on a proposées. Est-ce que certains auraient une dernière question ou un besoin en particulier? En tout cas, pour le moment, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées, Hélène, et je te remercie pour ces précieux échanges. Après, ça ne Et sera pas surprenant et surtout, voilà, soyez pas déçus, mais ça sera pas surprenant que, fort de ces échanges qu'on a pu avoir, ou en tout cas de ces apports que vous avez pu avoir aujourd'hui, que vous ayez des questions qui émergent après. Et ça, c'est normal. Enfin, voilà, c'est souvent le cas. Et donc, ne regretterez rien, même si vous ne les avez pas posées. Mais à partir de ce qu'on a déjà pu se dire, vous allez pouvoir commencer à y répondre aussi par vous-même. Donc ça, c'est important aussi. et puis, de Ou toute solliciter façon, mes collègues dans les services. Enfin, voilà, ça peut être d'autres cours aussi. exactement. Et puis, on aura de toute façon, enfin voilà, c'est un dispositif qu'on a mis en place et qui est amené à perdurer. Donc, c'est vrai que tous les mois, on sera effectivement présent. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau des questions, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui ressort. En même temps, c'était une première fois sous ce format-là. Donc, des fois, il y a des choses, comme tu dis, Hélène, auxquelles on ne pense pas. Certains d'entre vous sont peut-être venus découvrir un petit peu ce qu'on proposait, voir comment ça se formalisait avant de prendre parti. D'autres ont simplement écouté et peut-être que c'était des questions qu'ils voulaient poser, qui ont été déjà posées. Donc, on peut eu cette nécessité. En tout cas, Hélène, merci pour ce temps de partage destiné uniquement aux proches. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. En tout cas, je vous Merci de souhaite à m'avoir tous proposé d'y participer. avec grand plaisir. En tout cas, voilà on a encore une dernière question. Ah, voilà, merci beaucoup pour ces conseils et merci pour ces Avec petits plaisir. conseils, la justesse des mots qui vont nous aider à communiquer. Bah, écoutez, merci. En tout cas, Rose Up, c'est une association engagée à vos côtés. L'objectif, c'est vraiment de répondre à vos besoins. Donc, si suite à cet échange, il y a des besoins qui émergent que vous souhaitez qu'on traite après, au contraire, n'hésitez pas, ça nous permettra d'être au plus près de vous. Je vois qu'il y a une troisième, voilà, pareil, une personne qui remercie. En tout cas, Hélène, merci. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ce Bonne webinaire journée à sera chacun. en replay si vous avez besoin de le réécouter. S'il y a quelque chose que vous avez entendu qui vous a parlé, et puis finalement, demain, vous dites, ah oui, mais qu'est-ce qu'on a dit là? Je voudrais le revoir. En tout cas, ça va être mis en replay très rapidement sur notre site, sur votre espace. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne Merci Hélène. journée. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.